On sait que tous les matins il part à la même heure. C'est histoire d'une demi-heure, un truc comme ça. On sait pas trop. Enfin bon. On est en attente, caché derrière les véhicules. Et à un moment, on voit un mec arriver avec deux gamins. On n'était pas sûr que c'était lui non plus. Hein. On était sûr qu'il a touché sa voiture. Il y a la peur, quoi. Le banquier a compris tout de suite. Il n'y a pas de cri. Mais il y avait les gamins. Qu'est-ce qu'il fallait faire des gamins? Donc on les a amenés dans cette petite pièce et lui a embarqué des menottes et embarqué. Les autres avaient une camionnette. Ils ont pris le banquier en main. Ils l'ont mis dans une panière en osier. On s'est barré. L'intention, c'était d'éloigner au max la déesse du banquier. Qu'est-ce qu'ils ont pu nous emmerder, les flics, avec cette histoire? Garde à vue, perquisition. Tous les 6 mois, il fallait retrier les Legos. Nous, les gosses, on n'y comprenait absolument rien. Il n'y avait que cette BD et ses personnages. Ma mère, par exemple. Quelques années auparavant, elle était dans un lycée de bonnes sœurs, à Villefranche-de-Rouergue. Et Raymond n'avait pas encore fait de braquage du siècle. Il avait fait quelques coups. C'est tout. Tu te rappelles la cuisine, comment elle était? C'était Ouais. un tout petit placard de merde et on faisait très très peu de bouffe. On faisait des trucs très très simples et tout ça. Et moi, un dimanche, j'ai voulu faire de la paella. Oui, ça Quand- je me souviens. tu te souviens de ça? Mais Et tu n'étais pas content du tout. Tu disais que c'était stupide de faire de la paella, parce que moi je disais quand même ça va lui faire plaisir et tout. C'est dimanche, on va faire un peu de paella. Quoi, Et je te demandais des conseils. faire plaisir à qui? À Balthazar? Oui, voilà. Pour le Ah bon, tu voulais faire plaisir? Ah, ben oui. Eh ben, tu vois, tu m'as engueulé. 30 heures après le rap du directeur de la banque de Bilbao à Paris, les policiers n'ont pas progressé dans leur enquête. Le gardien de l'immeuble a peut-être vu, dès hier soir, les ravisseurs de M. Suarez, alors qu'ils étaient peut-être venus préparer leur enlèvement. Écoutons son témoignage. Suite aux questions de la police, j'ai répondu, et c'est exact, que j'ai vu la veille, coïncidence, 3 types, moi j'appelle ça des types douteux. J'ai rien, encore une fois, contre les cheveux longs, mais ils avaient des cheveux jusqu'à là, un peu, genre hippie. Ils sont montés, ils sont passés devant la loge ici, bride abattu, et ils sont passés par là, justement, dans l'immeuble de M. Suarez. Monsieur Suarez a accédé au poste de directeur du bureau parisien de la Banque de Bilbao il y a 1 an à peine. Personne ne lui connaît d'ennemi, personne, semble-t-il, n'a eu de nouvelles des ravisseurs depuis ce matin. En France, après le bouillonnement de 68, beaucoup refusent d'enterrer leur révolte pour aller bosser. Il faudrait que, à la fin de ce cycle spécial, Ils montent des sortes de réseaux indépendants des partis et des syndicats, sans comité central et sans chef. Ces groupes autonomes sont très branchés par l'action directe. Ils veulent peser sur la politique de leur temps. Ils ne sont pas dans l'attente d'un grand soir ou de la prise de pouvoir d'un parti révolutionnaire, quel qu'il soit. Que c'est la loi
l'instant qui fume encore d'ailleurs. Un gros plan du général Huerta. Ça, c'est un fusil que j'avais offert à ta mère. Il y a, quand je l'ai connu, donc dans les années 70, ça fait 40 ans. Comme on était virés de partout, et que Georges était arrivé avec un petit matériel d'imprimerie, on a décidé de louer un local rue des Blanchers, donc derrière les Beaux-Arts, enfin, dans Toulouse même, dans le vieux Toulouse, au bord de la Garonne, pas loin. Et donc on a eu un petit local qui était le local de l'association pour l'expression libre au 32 rue des Blanchers. Tu sais qu'il y avait aussi une partie de l'imprimerie qui était plutôt clandestine, qui était plutôt là. Ah d'accord, je croyais que c'était dans le bistrot où on était. Non. Alors là, tu avais devant, là, ici, là, tu avais une vitrine, une vieille vitrine, c'était pas chose. Tu avais la Minerve qui était là. D'accord. Là, c'était l'entrée. Il y avait le bureau de Hibou, mais je ne sais pas où il est. Peut-être tout devant ou un truc où elle est toujours en blouse bleue, là, tu vois. C'est pour ça que quand on descendait de là, on remontait pour aller à l'autre appartement, là. Tu vois, le matin et tout ça. Et donc, la mère Hibou était sur le chose, bonjour et tout. Tu vois l'ambiance. Vous foutiez de sa gueule, quoi. Non, pas du tout, mais il ne faut pas avoir un esprit mauvais. Quand Rouillant est venu me voir, on avait déjà une infrastructure de groupes autonomes, enfin qu'on a appelé autonomes plus tard, mais qui était un peu répartis en France. Et donc on avait l'habitude de se rencontrer tout en gardant notre autonomie, notre imprimerie, les autres. Il y en avait qui avaient différents moyens, ou différentes expériences, ou différentes choses. Et en particulier, un ingénieur chimiste qui nous a bien aidés plus tard, qui nous a appris à faire de la nitroglycérine, de la pentrite, des choses sérieuses, qui nous a vraiment cassé les couilles. Mais enfin, on en est arrivé à faire des explosifs et des retardateurs très très sophistiqués. Électroniques, on avait fait des essais dans une carrière, dans un camp militaire dans la forêt de Grésille. On faisait des champignons de 25 mètres de haut, mais c'était quelque chose de spectaculaire. Et à base de pentrite, et donc c'était... Voilà. Mais bon, cet ingénieur, devant nos manifestations pétaradantes, a pris un peu peur. Et bon, il s'était un petit peu rangé du côté théorie, plutôt que dans la pratique. Ce que l'on voulait, c'est paralyser économiquement laps de temps, c'est-à-dire symboliquement, empêcher les camions, les trains, etc., de passer des marchandises d'Espagne en France et de France en Espagne. Donc avoir une action économique visible et tonitruante. En Espagne, dans les années 70, de nombreux résistants se battent encore contre la dictature de Franco. Elle est toujours en place. Ça va faire plus de 30 ans. 30 ans d'intégrisme catho, 30 ans d'exécution sommaire, 30 ans d'enlèvement d'enfants. Malgré les hypocrisies et les tripatouillages qui permettent au fascisme de se maintenir, le combat n'a jamais cessé. 30 ans de résistance. Parmi les républicains et leurs héritiers, le mouvement ibérique de libération, le MIL, continue de se battre. Parmi eux, certains ont à peine 20 ans. Ils agissent toujours armés et risquent leur peau à chaque action. Dans une fusillade avec la Guardia Civile, plusieurs camarades sont arrêtés, notamment Salvador Puchantich, accusé d'avoir tiré sur un policier, et pour lequel on craint fortement la peine de mort. Tout un groupe est recherché, et c'est en grande partie replié en France. Jean-Marc, Hélène et quelques-uns de leurs copains se réfugient à Toulouse. Ils ont besoin d'un coup de main. Ils connaissent encore un peu la mouvance libertaire issue de 68 et, entre autres personnes, mon père. Cri-cri, moi et Hélène, on a commencé à discuter ce qu'on allait faire et donc c'était un enlèvement. Tout était prévu pour un enlèvement.
Et à partir de là, à travers nos contacts, surtout avec les anarchistes espagnols, on connaissait ton père. On connaissait l'imprimerie 34, etc., etc. Mais c'est à travers les anarchistes espagnols qu'on s'est retrouvés, en fait. Les illégalistes nous ont dit que pour préparer ce genre de truc, il valait mieux prendre Alberola parce qu'il avait essayé plusieurs fois et que ça avait échoué, mais qu'il avait la technicité, etc., etc. Voilà. Les imprimeurs ne sont pas censés participer à l'enlèvement. Ils sont juste là pour filer un coup de main logistique. Octavio est réputé pour avoir de l'expérience dans l'organisation d'actions contre Franco. On dit qu'il a déjà pratiqué rap de personnalité et attentats. Ceux du Mille, Hélène et Jean-Marc, le connaissent aussi. Par le biais des scénétistes espagnols basés à Toulouse, ils le contactent. Je pensais que c'était réalisable et qu'on devait la faire même si on avait un échec. Parce que même dans un échec, on pouvait dénoncer ce qui s'est passé en Espagne. Par contre, si on ne faisait rien, on va dénoncer les choses, personne ne t'écoute. Parce qu'il y avait des comités pro Salvador Puig Antic et tout ça, pro Mille, etc. Mais les pauvres, bon, ils faisaient quelques manifs, quelques petites actions, mais la presse n'en parlait pas. Il fallait, pour faire bouger l'opinion publique, il fallait faire quelque chose qui soit plus, enfin, médiatique, disons. J'ai fait confiance à ton père, donc à Regla, parce qu'il était présenté par Boticario, avec lequel j'avais de confiance et tout, mon passé de lutte, etc. Bon, ça c'était la première chose. La deuxième chose, c'est que la manière qu'on a envisagé l'objectif de cette action, on avait un point de vue semblable. C'est-à-dire que ce n'était pas pour créer un groupe de nouveau qui va faire des actions, il va transformer, libérer l'Espagne, etc. Sinon que c'était un objectif concret de solidarité avec les gens qui avaient été arrêtés, qui risquaient d'être assassinés. Et donc on était parti sur, dès le début, c'est-à-dire un groupe pour le prendre, un groupe pour le garder, un groupe pour négocier, un groupe pour ramasser la rançon, s'il y avait eu rançon, et faire des attentats si les autres tombaient, pour montrer qu'ils n'étaient pas, que tu vois que c'était pas terminé, donc on pouvait avoir un truc de menace sur l'État. Et au départ, on devait être le groupe qui l'enlève. Le groupe qui le garde devait être, c'est une autre partie de l'organisation qui devait le faire. La coordination à Paris, donc c'est Alberola, ton père, et une ou deux personnes de nous. On devait faire mener les négociations et c'était un autre groupe qui devait faire le reste. Il fallait qu'on s'entende sur finalement, qu'est-ce qu'on demandait. Bon. Et comment obtenir la possibilité, le résultat de ce que l'on demandait. Alors, on nous a expliqué qu'il fallait demander la libération des gens qui avaient fait la moitié de leur peine, la non-condamnation des morts à mort depuis Gantigue et de ses copains, mais que le fiscal le demande avant le procès, puisque ça se faisait comme ça en Espagne. Comment assurer la continuité de l'opération en soi, hein? C'est-à-dire la garde, et moi, la revendication, rester en France, etc., etc. Donc on avait très peu de moyens. Et si ça se prolongeait, si ça sortait bien, il fallait assurer aussi une clandestinité plus prolongée. Donc ils ont posé la question de demander une rançon. Moi, ce qui m'intéressait à l'époque, c'est de faire l'action et que ça aille jusqu'au bout. Après, qu'il y ait des demandes de rançon, je crois que je m'en foutais complètement. Jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on réussisse, qu'on le fasse, qu'on obtienne quelque chose ou pas, à la limite. Mais il fallait le faire, il fallait montrer qu'il y avait des gens qui étaient capables, par solidarité, de s'engager autrement qu'à travers ces simples manifs ou pétitions. Parce qu'il y en a eu des dizaines, des centaines de manifs qui n'ont rien donné, malheureusement. C'est pour ça que nous, à un moment donné, on s'est dit il faut essayer de tenter autre chose. Donc, demande de rançon ou pas,
Je m'en foutais. Mais s'il y avait du fric à la clé en plus, pourquoi pas. La première tentative d'enlèvement échoue. Une partie des copains de Jean-Marc se fait serrer. Jean-Marc et Hélène rentrent à Toulouse et branchent les imprimeurs pour retenter le coup. Le groupe de Jean-Marc, repéré par les flics français, part en Belgique. C'est Hélène et maman qui se chargent de trouver un local. Mais ça prend du temps. Et puis moi, il fallait que je calme les Rouillant et sa troupe qui était passés de Belgique en Hollande ou je ne sais où et qui faisaient n'importe quoi là-bas et puis qui commençaient à s'énerver en disant si vous attrapez personne, nous on vient. Bon, alors j'ai dit alors là ça fout tout en l'air. J'ai commencé à dire bon mais il faut trouver quelqu'un. Il manque de peau. Alors là, le caca intégral. En janvier, on exécute Figanti. Antich, membre du MIL, le mouvement ibérique de libération, a été exécuté dans la cour de la prison provinciale de Barcelone devant un prêtre et 2 témoins. L'un comme l'autre avait été étranglé par la garrote, suivant le système traditionnel employé en Espagne pour les condamnés de droit commun, un procédé vieux de 3 siècles. Le général Franco pouvait user de son droit de grâce. Il l'a fait cette nuit, mais seulement pour un 3e condamné, un certain Martin, qui lui avait tué un officier. Aujourd'hui, des réactions en France, le Parti communiste, ce régime fasciste est un déshonneur pour l'humanité. Et puis Daniel Meyer, président de la Ligue des droits de l'homme, déclare « Pigantich a été assassiné ». Alors là, pour nous, tout était par terre, quoi. Là, les bras nous en tombaient, les bras m'en tombaient, j'étais là, moi, complètement écœuré. Avec la rage au ventre, quand même. Donc, Rouillant vient, et tous les copains se regroupent. Enfin, bon, je sais qu'il y a un truc, ça a été un gros trou, ça. L'exécution de Piganti, Rouillant ne pouvait plus, c'était au 36e dessous, etc. Et après un moment de flottement important quand même, moi je me souviens, enfin pour moi, je me dis, mais bon, il va pas tuer tout le monde. Déjà, j'avais fait un calcul en disant, bon, ben, c'est plus la peine, quoi. Franchement, c'est plus la peine. Tout d'un coup, ils ont été pris de doute à la fois parce que l'enjeu de Salvador n'y était plus, donc on pouvait dire, ben tant pis, et tout ça. Et moi, là, je dois l'avouer, quoi, je voulais pas. C'était vital pour moi de continuer, quoi. Ça aurait été l'échec total. Ça aurait été l'échec total. Je serais revenue, j'avais pas trouvé de piole, j'avais pas... Enfin bon. Et puis, même politiquement... on retombait sur ce qu'on a dit tout à l'heure, on retombait sur beaucoup d'intentions, beaucoup de déclarations, on va faire ci, on va faire ça, et puis on n'y arrive pas, on le fait pas. Bon, et là, moi, j'étais pas chaud. Hein. Franchement, je me souviens, je me dis, bon, non, j'étais plus chaud, quoi. Pour moi, c'était loupé, et elle n'était pas arrivée. Bon, j'en voulais aller à Alberola, je commençais à vouloir à tout le monde, là, franchement, j'étais pas bien. Bon, je râlais, quoi. Disant, bon... ça, chez moi, c'est très profond. J'ai horreur de perdre. Je voulais que ça se fasse. Je voulais qu'on aille au bout de ce qu'on avait décidé. Je l'avais dit, je voulais le faire. Et là, dans les petites annonces, j'ai trouvé un truc. C'était pour 6 mois. Il fallait s'engager pour 6 mois, payer d'avance. Donc, c'était un truc bizarre. Peut-être c'était au noir ou un truc comme ça. Et j'ai voulu prendre ça. J'ai été le visiter. Et donc, c'était ça, c'était cet endroit. Et j'ai pris la décision toute seule, en fait. J'ai pris la décision toute seule. J'ai demandé l'argent, ils m'ont engueulé, mais ils me l'ont donné, les copains. Enfin, ils ont dit, t'es sûr, tout ça, il faudrait quand même qu'on le voie. Là, c'est là que ça a commencé. Les gens ont insisté un peu, à mettre en doute. Donc, ils m'ont dit, il faudrait qu'on le voie et tout ça. J'ai dit non, je verrai avec Michel, avec les copains qui doivent garder. Et vous venez pas. Vous voyez pas, rien du tout. Bon, ils se sont dit, bon,
donner les sous quand même, c'est cher, pourquoi pour 6 mois? Jamais on le gardera 6 mois. Personne ne l'a jamais vu, Non, vous quatre. si, Hélène. Hélène, elle est venue à toute la préparation. C'est pas à ce moment-là qu'il a été décidé qu'elle restait pas dans la piole, c'est plus tard. Elle était très spontanée, tout allait bien, tout était facile. Garder un mec, c'est pas un problème, etc. Et moi, j'étais un peu, tu vois, rigide. On se donne un rôle, on fait les petites étudiantes et tout ça. Il y avait un équilibre à trouver entre pas paraître clandestin et tout ça, et en même temps pas trop familier non plus, tu vois. Un peu de distance pour que personne rentre là-dedans. Il y a 2 nanas, quoi. Tu vois, c'est difficile à trouver cet équilibre. Le dispositif est en place. Reste à déterminer qui enlever. Octavio, piloté par un réseau de bonnes espagnols, se charge de déterminer une cible parmi les notables logeant à Paris. Ces repérages sont longs et compliqués. Les cibles potentielles retournent en Espagne les unes après les autres. Les Gary se rabattent sur un directeur de banque, Balthazar Suarez. Il y en a qui me disent, en particulier à moi, qui me disent, mais si on lui fait rien manquer, quel moyen de pression on a pour qu'on obtienne ce qu'on demande? Comment on va être pris au sérieux? Comment on va être pris au sérieux, etc. J'ai dit, Rouillant, ou l'équipe de Rouillant est complètement cramée sur Paris, puisque ça ne va pas se passer à Paris. Ou ailleurs, mais il fallait bien l'enlever à Paris. Les types, ils sont à Paris, les gens importants. Donc il est complètement cramé. S'il commence à faire répéter pendant tout le temps, et s'il y a des actions pendant tout le temps sur les ambassades d'Espagne, sur les matchs de foot où il y a des Espagnols, sur les courses où il y a des Espagnols, partout, on fait péter et on continue tant qu'on n'a pas obtenu gain de cause. On n'aura pas besoin de faire quoi que ce soit banquer. À ce moment-là, on s'est mis. Ça a été une aubaine pour nous. Tu comprends? C'était une aubaine pour nous. C'est-à-dire, nous, on pouvait s'éloigner. On avait participé au financement, à toutes les opérations de financement qui ont permis l'opération. Et même dans la continuité, si tu veux, même au cours de l'opération, quand ils ont eu un problème, je ne sais pas lequel, à Paris, ils nous ont demandé encore du financement et nous, on a improvisé une opération à Bruxelles, tu vois, très rapidement. On était assez réactifs sur ce genre de problème. Il nous fallait 3 ou 4 jours de préparation pour réussir une banque, quoi. Ils en ont profité pour faire quelques banques, bon, ça c'était leur rôle, ou leur manie, et donc ils faisaient des trucs, ils ont fait péter des machins en Belgique, etc., pour faire de l'ambiance. Parce qu'il avait été... Un peu de fric aussi. Pour ramener du fric, oui, parce qu'il y en avait besoin. M. Suarez ne s'en occupait absolument pas des politiques, pas plus en France qu'en Espagne, jamais. Un mouvement inconnu, le GARI, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, faisait savoir que sous certaines conditions, notamment la libération de prisonniers politiques en Espagne, il relâcherait M. Suarez. Je ne vois pas qui peut avoir intérêt à le ravir à sa famille, à ses proches et à ses amis. Il a combien d'enfants? Il a 4 enfants. Le groupe qui a fait l'enlèvement à lui-même, et qui, bon, il faut leur tirer un coup de chapeau, hein, parce que c'était quand même le truc le plus difficile à faire, enfin, en théorie. Et ils ont eu quelques problèmes sur le coup qui n'étaient pas prévus, qu'ils ont résolus. Il y avait les enfants, et ça, ils l'avaient pas prévu. C'était prévu ce jour-là, bon, on ne pouvait pas dire, non, on le remet à une autre fois, parce qu'il y a les enfants. Donc, ils ont assuré le coup. Non, le pire de tout, c'est l'arrivée, quand même. Hein.
Moi, je suivais avec une chaise pour que le panier se voit moins. Et je le voyais, quoi. Je voyais sa forme à travers le panier. Et les voisins étaient arrivés. Parce que tout toi, ça. tu savais qu'il était là. Oui, voilà. Puis j'avais peur qu'il bouge. Il était pas vraiment... Il était bien... Il n'était pas vraiment endormi. Il commençait à bouger. Il commençait à bouger, oui. Et on n'arrivait pas à monter cet escalier, quoi. Et alors après, quand on a ouvert la porte de l'appart... et qu'on a posé le panier par terre et qu'on a refermé la porte d'entrée, mais c'était un tout petit appart avec une entrée toute petite, carrée. Et là, ils n'en pouvaient plus, ils ont posé le panier dans l'entrée, au lieu d'aller jusqu'à... Parce que le panier ne pouvait pas passer, enfin la malle, elle ne pouvait pas passer dans le petit couloir qui était fait et qui amenait à la chambre factice. Et donc, il fallait le faire sortir dans cette entrée. Faire ressortir. Et là, quand il est sorti, il était réveillé. Et là, il s'est mis à déblatérer. Tu te rappelles de ça? Et qu'est-ce que c'est Oui, à pleurnicher, ne me tuez pas, ne me tuez pas. En espagnol en plus, parce que comme il était émotionné, no me matas, no me matas. Et vous, je ne sais pas ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous lui avez répondu et tout ça. Et vraiment, on était embêtés parce que la porte qui donnait vraiment sur l'extérieur, avec tous les gens qui étaient venus voir un peu dans l'escalier ce déménagement, elle était mince, cette porte. Elle était à peine refermée. Il y avait un voisin super proche. Et bon, ça s'est passé, mais ça faisait peur, quoi. Je crois que Michel a dit, bon, oui, on avait les armes, mais je tremblais, quoi. Je tremblais comme une feuille. 24 heures après l'enlèvement de M. Suarez, le directeur de la Banque de Bilbao à Paris, les ravisseurs ne se sont toujours pas manifestés. Au domicile de M. Suarez à Neuilly, aucune nouvelle n'a filtré cette nuit. Sa femme attend entourée de ses enfants et de ses amis. La Banque de Bilbao est en contact permanent avec l'ambassade d'Espagne à Paris et la police française qui mène l'enquête sur ce rapt avec le concours du nouveau chef de la brigade criminelle, Pierre Ottavioli. La Direction générale de la Sûreté de Madrid en révèle aussi ce matin que plusieurs diplomates de l'ambassade de Paris auraient reçu ces jours derniers des menaces d'enlèvement et de mort de la part d'organisations terroristes. Monsieur Suarez n'a jamais reçu de menaces? Jamais. Personnellement, rien. Vous voyez, ça m'a pris de surprise quand Mme Suarez m'appelait ce matin, tout excitée, en disant qu'ils ont enlevé mon mari. Et il descendait au garage avec ses 2 enfants, qu'il les laisse au lycée espagnol, et lui, il continue à la banque. Et alors les enfants, ils sont remontés 1 heure plus tard, avec des sparadraps qui dégoulinaient partout. Et ils ont dit qu'il paraissait très jeune, entre 20 et 23 ans. Et il s'exprimait Il s'exprimait en français avec eux, mais à un moment donné, ils se sont exprimés. Il y a un qui s'est exprimé en espagnol. Et alors, j'appelle le type de l'ambassade et je tombe sur un attaché quelconque espagnol qui commence à faire le coup d'espagnol. Moi, je lui dis, bon, écoute, on va parler en français, si tu veux bien, et tu me passes l'ambassadeur. Ah, il me dit, on ne peut pas réveiller monsieur l'ambassadeur, etc. Bon, je lui dis, écoute, si tu veux qu'il ne se passe rien pour votre banquier, vous avez intérêt à me passer quelqu'un, n'importe l'ambassadeur ou l'attaché d'ambassade, avec qui vous voulez, mais quelqu'un. Moi, je ne veux pas parler au concierge. Et puis, je vous rappelle dans 1 heure. C'était tendu, comme vous pouvez imaginer, dans une situation comme ça. Pour lui, c'était la première fois, mais pour nous aussi, c'était la première fois. La police espagnole pense que c'est le mouvement anarchiste Primero de Mayo qui serait à l'origine de cet enlèvement. Qu'en pensez-vous? Aucune idée, monsieur. Aucune idée, puisqu'il n'était pas bon. Il ne s'en occupait pas des politiques. Ils sont persuadés qu'il a été enlevé pour demander une rançon. Je ne m'attendais pas, d'abord, qu'il y ait plein de groupes, plein de gens inconnus, qui revendiquaient d'avoir enlevé le banquier. Alors les uns demandaient du fric, les autres, etc. Et les journalistes ont dit, c'est un gag, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, on nous expliquait qu'est-ce qu'on risquait entre une arrestation illégale et un enlèvement et tout ça. Bon, alors, je reconnais que j'étais un peu perdu. Je me suis dit, mais attends, mais s'ils ne nous prennent pas au sérieux, c'est pas étonnant que l'ambassadeur ne veuille pas parler, que ce soit la piste qui nous dit il ne faut pas le déranger, etc. Et il y en a un qui dit, mais ça serait bien qu'on lui prenne ses papiers d'identité et qu'avec notre première revendication, on l'envoie
à l'ambassade avec les papiers d'identité et la revendication signée Gary. Les ravisseurs de M. Suarez se sont manifestés hier soir à Madrid lors d'une conférence de presse éclair. C'est le groupe d'action révolutionnaire internationaliste, un groupe anarchiste espagnol, qui revendique l'enlèvement. Mais c'est un comité libération anti-répression qui a présenté les exigences de ceux qui ont enlevé M. Suarez. Aujourd'hui, je suis un peu plus loquace. Moi, à l'époque, je ne parlais pas beaucoup déjà. C'était très timide, introverti. Michel, bon, n'en parle pas. C'était encore pire que moi, si on peut dire. Donc, entre Michel et moi, on n'avait pas besoin de communiquer. C'est que, bon... Vous étiez déjà copains, Michel, ah oui, oui. Ah oui, non, mais c'était la communication du cœur. Mais Pedro, lui, c'était quelqu'un de très bavard. Il fallait qu'il parle. Bon, et nous, des fois, on l'envoyait, on fait pas chier, on me disait, bon... Et donc, il a commencé à parler avec Suarez. C'est parce que la première lettre qu'on lui a fait écrire, c'est... Là, il lui avait fait refaire 2 ou 3 fois. Il raconte ça, lui. Et c'est au bout de... Je ne me souviens pas au bout de combien de temps, mais au bout de 4 ou 5 jours, je crois. Vous avez reconnu l'écriture de M. Suarez? Oui, c'était son écriture. C'était sa façon de rédiger même, ce qui m'avait... frappé parce que ça m'a fait... J'ai eu la réaction de dire cela n'a pas été dicté, c'est sorti de lui-même. Quelle est la provenance de cette lettre? Elle était postée à Lyon. À Lyon, il y avait un cachet de Lyon, 2e arrondissement. C'était aussi un petit jeu à laquelle je participais beaucoup parce que j'aimais ça, beaucoup ça. C'était de promener les flics. Alors ça consistait d'abord à tout brancher, envoyer que des lettres de revendication sur Lyon. Donc, brouf, tous les flics partaient sur Lyon en disant c'est là qu'il est, ça part de là, les tampons, nanana. D'aller acheter des pyjamas en Suisse ou envoyer des lettres de la Suisse, parce que Lyon et la Suisse, c'est pas loin. Donc, il est en Suisse. Et puis après, boum, on partait sur Perpignan. Et donc, t'avais tous les flics qui partaient sur Perpignan, et puis après, c'était sur Andaille. Enfin bon, donc, ils ont dépensé un fric. Non seulement ils ont dépensé un fric épouvantable à faire des perquises dans les milieux anarchistes, dans les milieux, etc., de Perpignan, tout ça, et ils nous en veulent encore, je crois. Et en plus, ils dépensaient un fric fou, et ils le disaient. Ils disaient, mais on dépense tout l'argent qu'on a, et c'était dans les journaux. Les flics sont un peu paumés. Ils manquent de méthode et d'efficacité. Ils enchaînent les perquises en France, en Suisse, en Angleterre et en Espagne. Ils cherchent même Suarez dans une abbaye proche de Perpignan. Pendant ce temps, le groupe qui a enlevé le banquier à Neuilly s'est perdu dans la nature. Jean-Marc et ses potes continuent d'écumer les banques hollandaises et en profitent pour goûter les produits locaux. Ils restent en contact avec la coordination à Paris par l'intermédiaire d'Hélène. Il y avait une coordination à l'extérieur avec l'ensemble des groupes pour qu'ils soient au courant. Et moi, j'avais le contact avec cette coordination par Nicole. C'est-à-dire que on faisait notre allure là, de petites jeunes filles qui allaient faire des courses. On se retrouvait dans des magasins, des choses comme ça, Galerie Lafayette et tout. On rentrait par une porte, on sortait par l'autre. On faisait bien attention de ne pas être suivi. Et donc, parce que quand même, Nicole était en contact avec Bernard tout le temps. Et donc, avec quelqu'un qui rencontrait donc, des gens des autres groupes. J'avais aussi des échos de l'intérieur, parce que nous, on voulait savoir aussi. Ce pauvre banquier, comment il le ressentait, comment il allait, etc. À part mes enfants, je ne me suis jamais fait autant de soucis de savoir putain, qu'il ne tombe pas malade, que tout aille bien, qu'il ne stresse pas. Monsieur Suarez, il souffre d'une faiblesse du cœur et qu'il a besoin de soins. Il a oublié d'emporter la boîte à pilules qu'il utilise pour son cœur. Alors, qu'il tienne compte de la santé de cet homme-là, qui est père de 4 enfants. Mais on nous faisait le coup de la maladie, que son cœur, je ne sais pas quoi. Bon. Donc on a envoyé un toubib, il avait un médicament spécial
qu'il fallait chercher dans une pharmacie spéciale et compagnie. Alors à force, donc on essayait d'avoir le médicament à Lyon, le médicament je ne sais pas où. On n'allait pas aller le chercher sur Paris. Octavio, lui, s'occupe des négociations avec le gouvernement franquiste et la Banque de Bilbao qui doit verser la rançon. Il tient Paris au courant par téléphone. Par mesure de sécurité, il ne parle pas de rançon, mais de propagande. Bien maintenant, dans l'état où sont les choses, pensez-vous que le gouvernement espagnol est susceptible d'accepter les 4 conditions posées par les ravisseurs? Aucune idée de la réaction qu'il peut avoir le gouvernement espagnol. Je ne sais même pas si ces conditions qui publie la presse sont vraiment correspondent exactement aux ravisseurs ou à un groupe quelconque qui n'a rien à voir avec les ravisseurs. Mais en ce qui me concerne, je ne peux pas savoir la réaction qu'il peut avoir un gouvernement. 40 ans après cet événement, ma compagne Ibou ne m'a jamais dit où était la piole. Donc, là où était le banquier, réellement. Donc, je ne dis pas que je n'étais pas curieux, mais j'avais respecté à la lettre ce qui avait été décidé, que nous, on ne savait pas, à la coordination, on n'avait pas à savoir qui... Elle l'a jamais lâché. Ah, jamais. Elle l'a jamais dit. Jamais dit. Enfin, de moi à moi. Il ne s'est jamais plaint. Au contraire, il disait qu'il avait été... qu'il mangeait très bien. Non, ça dépend des interviews. Il y a des interviews où il dit que non, que c'était très simple, qu'il mangeait très peu, il buvait du thé et des petits gâteaux. À une interview, il dit ça. Je n'ai pas compris. J'ai été étonnée parce qu'on faisait vraiment des repas à heure fixe et tout. En la carta ya te explico que estoy bien físicamente. Me atienden muy bien. Je suis bien physiquement, il s'occupe bien de moi, il se préoccupe aussi des médicaments dont je peux avoir besoin, et mon état physique est bon, mais moralement c'est différent. On peut dire que je suis à bout. J'ignore totalement où je suis. Et la seule chose dont j'ai conscience est qu'il y a des conditions pour qu'on me relâche. En fait, on pouvait tenir plus longtemps. Parce que j'avais trouvé une piole pour 6 mois. Donc, il n'y avait aucun problème pour garder l'appartement plus longtemps. Le problème, c'était lui, c'était sa santé. Et c'était les gens qui étaient dedans, bon, il me semblait justement que Pedro commençait à en avoir vraiment marre. Enfin, il me le disait, quoi. Et on lui avait dit 15 jours, et on avait dépassé les 15 jours, et on n'avait pas des certitudes absolues. Peut-être il nous l'a parlé, peut-être qu'il avait des obligations professionnelles, parce que bon, c'est ça qu'il faut savoir, oui, que nous, à l'époque, on n'était pas des professionnels de l'enlèvement, on travaillait tous, plus ou moins. Pas clandestin. On n'était pas du tout clandestins. Il y avait greffé à l'action de garder les banquiers pour obtenir la libération des prisonniers d'Espagne, qu'on n'avait pas obtenu encore quand il a été libéré, mais on avait obtenu plus ou moins d'assurance publique, c'était dans la presse, c'était sorti des déclarations, etc., qui nous permettaient d'une sortie, parce qu'on aurait pu les garder indéfiniment pour créer encore plus d'atmosphère, etc. Mais comme je dis, on avait des moyens limités. Sauf événement de dernière minute, M. Suarez serait prochainement libéré. À l'époque, Broussard est un des chefs des cow-boys de l'anti-gang. Le commissaire Ottavioli, le patron de la criminelle, lui demande d'intervenir dans l'affaire Suarez. La vie des otages est à en souffrir. Broussard superflique écrit. Pierre Ottavioli avait le sentiment de ne pas détenir toutes les cartes. Des tractations secrètes se menaient probablement dans son dos. La police espagnole s'était contentée de nous prévenir qu'un individu domicilié à Alès, un certain Martinez, jouerait un rôle dans l'acheminement de la rançon. Le complice en question commençait à s'agiter. La remise de la rançon paraissait imminente. Suarez, il a été libéré quand moi, j'ai dit que la rançon, il était donnée. Enfin, que les paquets que je devais recevoir,
je les avais reçus. Pour moi, c'était de la propagande. D'accord? Martinez, un camarade d'Octavio, lui largue la rançon et disparaît subitement. Octavio, Ariane et une copine n'ont pas de bagnole et se retrouvent plantés là avec 2 énormes sacs. Mais il est trop tard pour annuler la libération de l'otage. Dans quelques heures, le banquet sera découvert par la presse. C'est une fois qu'il a été là, une fois que tout était décidé, qu'il n'y avait plus de contact avec nous, qu'on n'a pas pu nous le dire, de réattendre 2 jours, 1 jour ou 2, on n'a pas pu nous le dire. On avait coupé avec Nicole, le dernier rendez-vous nous avait dit oui, vous pouvez y aller. Et on a dit oui, on le lâchera lundi. Hein, c'était un lundi, je crois. Il avait peur que la police espagnole lui fasse quelque chose, enfin le tue, pour faire croire que c'était nous, quoi. On lui a bandé les yeux avec des lunettes de soleil. Et Pedro et moi, on l'a pris par le bras. Et Michel attendait avec la voiture. On lui a fait descendre les étages et on l'a mis dans la voiture et on l'a mené au parc de Vincennes. Broussard, qui est en planque, téléphone au 36. Le commissaire Ottavioli lui ordonne de laisser Martinez fuir pour se concentrer sur l'équipe Alberola. À ce moment-là, coincé par le départ imprévu de Martinez, Octavio téléphone à Toulouse, à l'imprimerie, pour demander de l'aide. Tu passes un coup de fil parce que tu vois... Pas parce que c'était convenu comme ça. Hein. Tu te sens... Non mais, qui prévient Georges de venir? Georges de venir? Rivière. Qui le prévient? Moi, hein. Toi, oui, directement. j'avais les contacts. D'accord. Directement. Et pourquoi tu l'appelles? Pour qu'il vienne à chercher la propagande pour la passer en Espagne. D'accord. C'était organisé comme ça? Ben, c'était organisé comme ça. Ah bon? Ah ouais, mais c'est pas du tout leur version. Oui, non, c'était moi, je devais organiser cette réception de la propagande et la distribuer pour passer en Espagne, d'accord? Une partie, donc c'était les gens de Toulouse, donc avec Rivière, qui se chargeaient de faire ça. Et moi, avec Martinez, mais Martinez, il s'en va. Et je me retrouve coincé comme un couillon là avec les sacs. D'accord. Voilà, la question c'est ça. Ok, ouais. Non, mais écoute, ouais. Oui, avant que je parte à Nice, un de mes derniers actes, c'est que Alberola me téléphone. Et puis c'est comme ça que moi je le ressens, cette histoire. Bernard me téléphone et me dit « Ouais, j'ai des problèmes. Pour récupérer la rançon, parce qu'il y a 3 sacs. Martinez est parti. Et je me retrouve tout seul avec 3 sacs. Venez à chercher. » Alors moi je lui ai dit « Écoute, c'est pas du tout prévu cette histoire. Le plus près, c'est que tu téléphones à l'imprimerie. Et tu vois ce qu'ils veulent ou peuvent faire. » Puis je raccroche. Mais tu t'étais interdit de faire ça? Hein? Tu t'étais pas interdit de faire ça? Je m'étais interdit de faire ça. Mais l'autre, il était tellement désespéré que c'était une connerie que j'ai faite, oui, ça je reconnais. La rançon était en trop grande quantité et que c'est comme ça que vous avez convenu d'appeler Georges pour voir ce qu'il pouvait faire, d'appeler à l'imprimerie pour voir ce qu'il pouvait faire. Eux, ils disent que c'était pas prévu, quoi, en fait, que c'était que ça a été décidé au dernier moment, que Georges prenne la bécane et parte, quoi. Oui, peut-être. Peut-être il a raison. Maintenant que tu me fais souvenir de ça, peut-être il a raison. Qu'étant donné, oui, que je me retrouvais coincé avec le départ peut-être de Martinez, c'est possible que Il y avait plein de fric. En plus, c'est dans le rapport de Broussard. Il y a, tu sais, enfin pas de Broussard, mais dans le rapport de police là que j'ai là, je te montrerai. On sent qu'en fait il y a une trop grande quantité d'argent parce que Ariane va acheter un sac. Enfin, on sent que oui, peut-être que c'est parce que Martinez est parti. Du coup, vous vous retrouvez avec plein de pognon. Oui, avec 2 sacs. Voilà, 2 sacs et qu'on ne savait même pas ce qu'il y avait parce qu'on n'a même pas regardé. Bien sûr, oui, pardon. Oui.
Oui, toute cette propagande. Non, oui, oui. C'est ça. Et qu'on a mis en dessous d'un lit. Il est un peu plus de 19h sur France Inter. Balthazar Suarez passera la fête de l'Ascension en famille. Le banquier espagnol, enlevé il y a 19 jours à Neuilly, a été libéré ce matin. Il a été abandonné dans le bois de Vincennes par ses ravisseurs. Mon rôle étant terminé, j'avais dit à certains de mes amis, on se retrouvera à Nice pour les vacances. Donc j'étais dans le train, et je me souviens, j'avais un petit récitant. Ils racontaient la journée, comment ils avaient trouvé le banquier, comment... Alors moi j'exultais, que le banquier n'aimait pas sa femme, parce qu'alors là, les journalistes, ils y allaient qu'il n'était pas pressé de rentrer à la maison, parce que tout le monde, les flics, tout le monde... que maintenant, le procureur, je ne sais plus qui, le commissaire machin, est allé l'interviewer pour voir qui c'est, comment s'il parlait français, espagnol. Je me régalais, je trouvais ça merveilleux. Putain, tout d'un coup, tout s'interrompt, puis c'est long, Paris, vers 6h du soir. Patatran, ils ont attrapé Alberola avec les sacs. La piste vient sur Toulouse. Ils arrêtent les gens de l'imprimerie, etc. J'arrive à Nice. La mort dans l'âme. 3 personnes ont été arrêtées ce matin à Villeneuve-les-Avignon, un homme et 2 femmes, 4 autres arrestations à Paris. Finalement, ce sont donc 7 militants anarchistes, notamment des Espagnols, mais aussi une Anglaise, qui ont été arrêtés. Monsieur Suarez n'a pas donné de grands détails sur le local où il était séquestré, parce qu'il ne pouvait pas en donner, étant donné que c'était une pièce sans fenêtre, absolument insonore. Il n'a pas pu localiser. Il dit qu'il y avait une femme dans le groupe. Non, pour l'instant, enfin, il y a plusieurs femmes parmi les personnes arrêtées, mais dans le groupe qu'il gardait, il ne semblait pas qu'il y ait de femmes. Como tú, piedra pequeña como tú, piedra ligera como tú, como tú, canto que ruedas como tú, por las veredas como tú, como tú, guerrero humilde como tú, de las carreteras como tú, como tú, piedra pequeña como tú. Personne ne comprend encore pourquoi, mais Alberola s'est fait choper. En plus, le cloisonnement entre les équipes a été rompu. Octavio a téléphoné à Georges, à l'imprimerie, pour qu'il vienne chercher une partie de l'argent. Octavio, Ariane et leur copine anglaise qui les aidait sont arrêtés. Par eux, Ottavioli remonte jusqu'au réseau espagnol. Il arrête tout le monde. Lucio, sa femme, de nombreux copains, le couple Chastel, étranger à l'affaire, et tout un tas de gens qui n'y comprennent rien. Les poulets sont comme des fous. Par Georges et Annie, ils remontent jusqu'à l'imprimerie. Les absents sont soupçonnés. Ils se retrouvent à Nice avec un mandat d'arrêt international contre eux. C'est quoi que t'imprimes? L'affiche que j'imprimais quand les flics sont venus nous arrêter. L'après-midi, les flics sont arrivés, je crois. C'était terrible parce que c'était la brigade anti-gang. Ils ont bloqué toute la rue des Blancets.
Et ils nous ont embarqués, ils voulaient même embarquer les clients, il y avait des amis qui arrivaient. Je disais non, non, nous sommes très occupés, partez vite. Parce qu'il y en a qui ont du mal à comprendre, ils passaient par la porte de derrière et heureusement j'étais là. Moi. Je dis non, votre boulot n'est pas terminé, passez plus tard. Et ensuite ils nous ont amenés au rempart Saint-Étienne. Et là on a retrouvé Annie et sa fille Angela qui avait 2 ans. Et ensuite, ils les ont amenés tous les deux dans la nuit en avion à Paris. Et moi, je suis restée toute seule au rempart Saint-Étienne. J'ai dû sortir le lendemain vers 4 ou 5 heures. Je suis revenue rue des Blanchets parce qu'à l'époque, j'habitais au 26. Et là, j'ai trouvé des amis qui habitaient au 18 et qui m'ont offert à manger. C'était bien parce que j'étais un peu seule. Voilà. Et après, c'était compliqué parce qu'il fallait que je rentre en contact avec ceux qui étaient restés à Paris. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait rien. Puis en plus, on avait le téléphone sur écoute, c'était obligatoire. Donc j'allais téléphoner à droite et à gauche chez des amis, place de la Bourse, et en essayant de semer les gens qui me suivaient, quoi. C'est quoi ce carton? C'est là où j'ai toutes les archives Gary, tous les rapports des flics. On est parti sans aucune préparation, en ayant conscience qu'il y avait une merde et qu'il fallait, que visiblement il n'y avait pas de réservoir militant à ce moment-là et qu'il fallait aider à. Non, mais on n'a pas pensé à aider à quoi en fait, quoi. Puisque nous, on était là en tant qu'imprimeurs libertaires, certes sympathisants, extrêmes de la cause, dans la situation de la lutte antifranquiste, mais pas tellement prêt, pas du tout prêt à intervenir sur ce coup-là, puisque j'étais parti avec ma moto, avec mon numéro d'immatriculation. Bon, de toute façon, on était piégés. C'est au retour, en fait, qu'on s'est rendu compte qu'on était filés, quoi. On a bien vu la voiture qui nous suivait, quoi. Ça, c'était assez facile à repérer. C'était un manche, le mec qui conduisait, quoi, tu vois. Bon. Et je croyais que c'était toi qui étais bon. Hein? Bah, moi, je ne sais pas si j'étais bon, mais je conduisais bien la moto, oui, mais lui, c'était un manche, il était incapable. Et je vais te dire, j'ai même vu sa gueule, quoi, tu vois. On s'est arrêté à un moment donné sur des espèces de remblasses. Hein, je lui ai demandé, je crois que je suis même allé lui demander un clope. D'ailleurs, ils ont cru qu'il était grillé, il s'était grillé. Bon, après, on a bien vu qu'il nous avait suivis. Après, je les ai semés facilement, quoi, tu vois, comme dans les films. Quoi. C'est assez facile en moto, quoi, tu vois. Les mecs, ils ne tiennent pas. Mais enfin, à partir du moment où tu tombes, c'est que t'es pas bon, quoi. C'était le cas. Voilà. Bon, Bernard était très en colère, nous on était effondrés. Donc, on n'avait pas la même analyse des causes du semi-échec, parce que pour moi, ce n'était qu'un semi-échec quand même. Et qu'on ne savait pas surtout comment... on ne savait pas où on allait. Non, comment c'était arrivé, que tous ces gens sont tombés et tout ça. C'est ça aussi, à l'époque, on ne savait rien. Les gens sont tombés et comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, oui. Pourquoi les flics étaient là, à Avignon? Pourquoi? Ça aussi qu'il faut se remettre dans le contexte. Qu'aujourd'hui, on dit, ah oui, il y avait l'indique, mais à l'époque, on ne savait rien de rien. Hein. On était là. Moi, j'étais très malheureux donc, à Nice, dans cette banlieue de Nice, style Mirail. Et on décide quand même de trouver une piole un petit peu plus loin et ensuite d'aller en Italie. Nous, on l'avait décidé que c'était mieux, pour nous certes, mais pour tout le monde, pour même ceux qui étaient arrêtés, que c'était mieux que les gens qui avaient fait, que le groupe de l'enlèvement et que nous-mêmes, ceux de l'imprimerie, on ne soit pas pris sur le moment. Parce qu'on n'aurait pas pu se défendre, on n'avait pas d'alibi, on n'avait rien préparé à ce niveau-là. On aurait, une fois arrêté, Georges et Annie, je veux dire, on n'aurait pas pu se défendre et c'est tout qui serait parti en couille. Et moi, franchement, il suffisait de publier ma photo dans les journaux et c'est sûr que la piole tombait. C'est sûr, j'avais été vraiment très visible. En Italie,
on a décidé un commun accord qu'on ne dissoudrait l'organisation, la coordination, que quand tout le monde serait sorti. Et pour ça, on ferait des actions. Je crois que c'était un peu violent comme discussion. C'est le souvenir que j'ai, Nicole. Oui, non. c'est une discussion. Mais j'ai le souvenir que c'était violent. Il faut quand même se rappeler le caractère de Bernard et le caractère de certains, des uns et des autres et tout ça. Et la situation était tendue, elle était très difficile. Là, c'est pas pour me plaindre puisque c'est ce qu'on avait choisi, mais c'était très très difficile pour nous d'être pris pour des planqués et tout ça. Ton père avait beaucoup de qualités, mais ce qu'il n'était pas, il n'était pas diplomate. Nous, on se fait 2000 km pour venir à une réunion, et les 2 premiers mots, il dit arrêtez vos conneries. Déjà, tu vois, déjà, après c'est terminé, quoi. Comment tu veux discuter avec des gens si tu poses la question politique en ces termes, quoi. Et surtout que nous, on était impliqués, on y croyait vraiment. Pour nous, non seulement c'est un détail, mais on avait aussi un peu besoin d'argent. Alors si tu veux, mes parents en faisaient passer à Françoise. Françoise et Christian sortaient un peu de l'imprimerie, mais les copains nous en donnaient aussi, ça il faut le reconnaître. Et donc on avait le sentiment d'être planqués, assistés, et en plus de donner des ordres, si tu veux. Chaque fois qu'on donnait notre avis, c'était très difficile. La réalité d'être un clandestin, alors moi j'ai horreur de ça. De lutter contre le franquisme, d'être clandestin, d'être en Italie, de bouffer mal et tout ça, c'est pas mon truc. Bon, je suis un peu épicurien, etc. On mange mal en Italie? Hein? On mange mal en Italie? Bon, on mange bien, mais bon, le vin est spumante. Moi, je préfère l'Espagne. Bon, j'aime pas la nourriture italienne. Bon, je dis pas à Michel, mais j'aime pas ça. Et bon, enfin voilà. Et puis je râlais surtout. J'étais pas de bonne humeur. Ouais, nous, on était très jeunes. Quoi, 22, Très jeunes. ans, Moi, quand je suis rentré, t'imagines, quand je suis rentré dans la lutte armée, j'avais 18 ans. Bon, quand je suis revenu à Toulouse, donc, j'avais 21 ans. Comment tu veux que quelqu'un qui ait 30 ans, ou même plus, le reconnaisse quelqu'un d'expérimenté qui a 21 ans? Tu comprends? Alors que déjà, j'avais participé à 90% des actions du Mille. J'étais sur tous les coups violents, les fusillades avec les Condés, etc., etc. Donc moi, j'avais cette expérience, mais j'avais quand même 21 ans d'âge. Et quand je dis que je n'étais pas un cadre politique, ce que je comprends chez les cadres politiques, c'est quelqu'un qui est capable de mener une lutte avec la stratégie, avec la tactique, avec des moments, tu vois, tout ce qu'il faut pour une... Je l'avais pas, ça je reconnais. Moi, étant ouvrier imprimeur arrêté à Toulouse, mon Dieu, qu'est-ce que je risquais, quoi, tu vois, outre que j'étais vraiment à la périphérie de l'enlèvement de Suarez, parce que c'est de ça dont il s'agissait. Je ne risquais pas ma peau comme les gens le risquaient à frontière espagnole ou en Espagne, à Barcelone ou ailleurs, puisqu'on ne savait pas la vie que pouvait encore durer Franco, et puisqu'il était mort quasiment l'année suivante. Et on ne savait pas non plus combien de temps pouvait durer le fascisme. Donc il y avait effectivement péril de mort pour un militant qui serait fait arrêter et qui serait fait extrader. Et c'est dans ce cadre-là que Puig avait été arrêté et avait été condamné à mort, parce que je crois qu'il y avait un flic qui avait été tué dans des affrontements entre militants et gardiens civils. Et à partir de ça, l'exécution capitale d'un gosse qui a 19 ans, 20 ans, je ne sais pas quel l'âge il avait à l'époque, et qui est garrotté. T'imagines, quoi, garrotté, c'est-à-dire qu'avec un tourniquet, on lui brise la nuque. C'est un truc de fou, quoi, tu vois. Un truc de fou, c'est... Même pas plus longtemps d'exécution, on te brise la nuque. Tu vois. Nous, je crois que là, personne ne pouvait accepter ça. C'était insupportable. Toute une équipe a été arrêtée. Une autre est en cavale, recherchée par Interpol. Les franquistes, s'ils n'ont pas exécuté les camarades d'Antich, n'ont fait que des promesses sur le reste des revendications. Mais il reste au Gary quelques cartouches. Ottavioli, Bernard.
Arrêtez votre ridicule chasse aux sorcières, nous avons porté assistance à nos camarades en danger de mort. Ce que préconisent vos lois et vos principes moraux. Ces précisions données, nous rappelons au gouvernement espagnol nos exigences. Libération de nos camarades reconduits à la frontière de leur choix. Libération des prisonniers ayant effectué les 3/4 de leur peine. Nous avons tenu nos engagements. Au gouvernement espagnol de tenir les siens dans les délais fixés. Gary. Il y a un délai qui est fixé par les ravisseurs. Pour rester dans le vague, par les ravisseurs, il y a une ultimatum qui est fixé au gouvernement espagnol au 15 juillet. Donc, au 14 juillet, au 15 juillet. Donc, il est logique que des gens se soient retrouvés pour préparer des opérations avant juillet. Si ceux qui restent du Gary, ils se retrouvent et nous, le MIL est l'ex-MIL est une grosse composante des gens qui sont là. Donc il y a un groupe de Paris, Divergent et l'ex-MIL. Donc on se dit, on va frapper jusqu'à ce que la revendication fixée par le rapt de Suarez soit tenue par les promesses, soit tenue par le gouvernement espagnol. Et c'est ce qui s'est passé. Comme on racontait avant, on avait un stock d'explos qu'on avait fabriqué nous-mêmes. Et donc là, on a utilisé pour tous les attentats de l'été ce stock d'explos de la pentrite qui est un truc très puissant. Sébastien nous a rejoints. Il est rentré de Belgique, il a repris contact avec nous. Et on a décidé de faire les actions ensemble. On a frappé jusqu'à ce qu'on soit averti officiellement que la loi, par exemple, sur les 2/3 de peine pour les prisonniers politiques, leur libération, etc., qui a amené la libération de 200 personnes quand même, 200 militants. C'est pas quelque chose qui est en bloc. Mais ça commence au moment de l'affaire Suarez, mais ça se poursuit par toutes les actions. Ils préfèrent céder sur ça, si tu veux, que la continuité, qu'il y ait une continuité vraiment des opérations, etc., etc. Donc ils négocient, c'est terminé. Ils nous disent, bon, ben, c'est d'accord, vous arrêtez et nous allons faire passer ça. À chaque fois qu'on a eu fait des attentats, même je relisais il y a quelque temps les archives que j'ai réouvertes un peu, de vieilles archives, les articles de presse, etc., c'est fabuleux, quoi. On était tous des grands spécialistes, on était les rois de la balistique, parce que totalement par hasard, on fait un attentat je ne sais plus s'il était à Bruxelles ou à Bruxelles, devant la compagnie Iberia. Il se trouve qu'on avait peut-être un peu chargé. Et le moteur s'est retrouvé au 3e ou 4e étage sur le balcon du directeur d'Iberia. Je veux dire, ils en ont fait un truc, on était les rois de la balistique, même les militaires ne savaient pas comment on avait fait. Il se trouve que c'est le hasard le plus complet. Le consulat par ici, il était inattaquable parce qu'il y avait toujours 1 ou 2 quarts de flics. Voilà. Voilà. Il est derrière, là, dans la dent. Vous êtes passé par les toits? Voilà, on est passé par les toits. Et d'ailleurs, comme on voyait les flics ici, ça doit être juste en face de l'autre côté. Alors là, ça, je reprends les allées, mais je ne suis pas sûr de pouvoir les reprendre par là. Là, tu vois, on venait par là. Voilà. On était monté dans une rue... dans une des maisons d'ici, et on est monté sur le toit. Je pense que la maison a été détruite parce qu'elle était très proche du coin ici. Comment ça s'est... Bah, ils ont découvert la bombe
au petit jour, un employé du consulat a découvert la bombe sur le toit du garage. Donc ils ont appelé tout le monde est venu. Tous les chefs des flics étaient descendus une semaine avant de Paris dans l'opération anti-Gary. Et ils sont précipités tous au consulat. Et la bombe, elle existe en photo, hein, c'est-à-dire ils l'ont pris en photo. Dans le dossier, il y a la bombe en photo. Et pour mieux la photographier, un flic a tiré sur la ficelle déclenché, qui nous a aidé à la descendre, à la placer exactement où il voulait. Et donc il a tiré là-dessus, il a déclenché l'explosion. Et en fait, ils ont été tous à l'hôpital. Soufflés. Si tu blesses ou tu causes la mort d'une personne, c'est catastrophique. C'est pour ça qu'on se donnait tous les moyens pour que cela n'arrive pas. C'est arrivé malheureusement une fois où donc, il y a eu une dizaine de blessés, bon, pas trop graves heureusement. À Toulouse, même s'ils sont responsables de l'accident, les flics n'apprécient pas trop d'avoir des collègues blessés. Comme d'habitude, ils arrêtent tout le monde et se débrouillent pour les faire parler. En plus, c'était un week-end, je me souviens d'un qui vient nous chercher, là, la gendarmerie, et qui nous dit tout à l'heure, tu vas voir, ça va être la soupe à la grimace. En plus, tu m'as fait rater mon week-end. Non, mais ils vous ont tapé avec... Non, là, ils nous ont... Ouais. C'était au-delà du tabassage, ça on peut le dire. En plus, ça a duré 4 jours, tu vois, c'est comme ça. À Paris, Jean-Marc Raymond et Flo sont interpellés dans un contrôle de routine place du colonel Fabien. Il s'est fait arrêter avec la malle. Et alors? Et alors, c'est bien une malle, ça peut servir. Une malle, non. Toutes les malles se ressemblent, quoi. C'est pas la malle qui a donné des indications. C'est les papiers de Suarez. Parce qu'on avait gardé les papiers de Suarez pour faire des photocopies, pour revendiquer, lorsqu'on revendiquait les attentats, pour authentifier que ça venait bien des Gary, des gens qui avaient enlevé. Et c'était dans la malle au trésor. Mais la malle, c'est pas le problème. Elle ne pouvait pas être identifiable. Non, ça a ajouté un petit quelque chose quand même. Oui, bien sûr. Mais bon. Ne me pince pas les pneus. Oh, l'autre maniaque. Donc ça, maintenant, je le remets à... Devant. À N. Voilà. Là, non, là, tu es devant. Tu veux retourner en arrière? Non, je ne veux rien retourner. Bah, mais tu mets P, voilà. Je ne suis pas à P, je suis resté sur D, ton truc. Non, mais parce qu'il bouge mal. Mais là, tu coupes le moteur et c'est fini. Je remets le frein? Ouais. Ouais, tu appuies là. Voilà, à fond, voilà. Des premières arrestations, il restait encore Alberola. Et qui d'autre? Non, il y avait qu'Alberola qui restait, je crois. Tous les autres avaient été mis en liberté. Et donc là, on a été... Parce que, oui, Alberola n'avait pas été au départ inculpé par la Cour de sûreté de l'État. Mais nous, oui, nous, tout de suite, on a eu droit à 6 jours de garde à vue. Bon, je peux te dire, c'est long. Hein. Quand on subit l'épreuve du feu comme ça, 6 jours de garde à vue... Bon, enfin, mais ça, c'est... à peu près bien passé, disons. Et donc, on a été... en prison à la santé. Alors que les Gary bénéficiaient d'un très fort soutien dans l'opinion publique, l'affaire de la rançon et l'accident du consulat les font passer pour des truands et des brutes. Pour vendre du papier, certains journalistes accusent même les Gary d'être manipulés par des fascistes espagnols. Cette mauvaise presse n'arrange pas la défense des nouveaux inculpés et de ceux qui restent de la première vague d'arrestations, en particulier Octavio.
Il reste à l'équipe en cavale en Italie quelques contacts sur Paris. Ils reviennent pour mettre les choses au point. Là maintenant, c'était les gens du Gary qui n'avaient pas été attrapés, qui expliquaient leurs actions, qui expliquaient leurs actes sur Paris et qui démentaient. C'était une action de presse, quoi. Hein, c'était pour ridiculiser les journalistes, obliger les journalistes à en parler, rectifier quand ils disaient conneries. Ça, c'était notre but. En plaçant leur charge sous la statue de Saint-Louis, les poseurs de bombes ont décapité l'un des symboles de la justice. C'est pourtant un moindre mal. Cette statue se trouve en effet dans la galerie de la Cour de cassation et l'explosion s'est produite quelques instants avant l'entrée des magistrats. Elle aurait pu faire des victimes. Je me souviens, j'avais téléphoné à une dame de la Sainte-Chapelle et qui est à côté. Et je lui ai dit, voilà, partez de la Sainte-Chapelle parce qu'il y a une bombe qui va sauter. Et la femme me répond, mais enfin, monsieur, on ne met pas de bombe à la Sainte-Chapelle. Bon, ben, j'ai écouté, tant pis, restez ici, Dieu vous sauvera. Et à ce moment-là, effectivement, alors c'était rigolo parce qu'on était à l'extérieur, on voyait les juges, les avocats, tout le monde partait comme des rats, et tout d'un coup, poum, ça pète, les carreaux de la chambre de cassation tombent, alors une fumée, etc. Alors là, ça a été la débandade totale, quoi. En 2 temps, 3 mouvements, il n'y a plus de juge, il n'y a plus d'avocat, et tout le monde était parti. Qu'est-ce que c'est? C'est le gaz? Non, c'est Saint-Louis qui a sauté. Cet attentat est revendiqué par des sympathisants du groupe anarchiste Gary. Leur objectif, faire obtenir le statut de détenu politique aux 7 militants du Gary, actuellement prisonniers à la santé, pour leur participation à l'enlèvement du directeur de la banque de Bilbao au mois de mai dernier. È vieille cette carabine. Mais taille-vous, pour moi. Je crois que je l'ai offert pour ses 25 ans, un truc comme ça. Voilà. On veut nous faire passer tour à tour pour des voleurs de poules ou des bandits de grand chemin. Alors que nous menons des actions politiques pour dénoncer la collusion des régimes démocratiques avec la dictature fasciste de Franco. Broussard a été obligé de manger son chapeau. Quelques heures avant d'être arrêté, Octavio et Ariane comprennent qu'un membre de leur équipe, Martinez, chargé de transmettre la rançon, était un infiltré travaillant pour la police franquiste. Obéissant aux ordres, Broussard l'a laissé fuir. J'avais dormi chez lui. Je connaissais sa famille. Ses filles, ils étaient plus ou moins marginales. Il y a une surtout qui était à l'université. Tu vois, ça collait plus ou moins tout. Il semble qu'il a fait pour de l'argent, etc. Bon, parce qu'après, avec la famille, je les ai vus, les filles, après. Octavio et Ariane ont le temps de se mettre d'accord. Dès leur arrestation, ils accusent le traître en fuite d'avoir organisé l'opération. Pour eux, il s'agissait juste de récupérer de la propagande. Le commissaire Ottavioli est coincé. Il est tombé sur plus malin que lui. Ça m'a permis de dire que c'est une machination de la police française en combination, en complicité avec l'espagnol pour m'arrêter. Moi, je venais ici, on m'a dit qu'on m'allait donner de la propagande et on m'a donné des autres choses. Prouvez-le. Voilà. Et Suarez? Hein? Et Suarez, tu connais pas? Ah ben, Suarez, je ne connais pas. Ah, c'est long. Ah ben, très bien, je défends ça, oui. Si j'aurais pu le faire, je l'aurais fait, oui. Je ne risque pas à dire tout ça ici. Mais j'ai assumé une position que je sais qu'à l'opinion publique antifranquiste, il serait capable de la mobiliser. Ça donnait ça, oui. Sinon, j'ai été pendant
un an, tous les jours, à aller assigner au Quai d'Orfèvre. J'avais le plaisir de me croiser des fois avec Broussard dans le passé comme ça. Parce qu'il ne pouvait rien faire, mais il ne pouvait rien faire. Ça, quand même, c'est quelques petits plaisirs, tu vois. Non, c'est vrai, ça. Oui, oui. Ils ne pouvaient pas lier à l'action, ils étaient foutus, là. Tu comprends? Ça, et ça, avec l'avocat, au bout d'une semaine, on avait clair le contexte. Qu'on avait une arme de défense énorme. Là. Et c'est pour ça qu'avec Travioli à la table, lui, il enrageait, parce qu'il aurait voulu m'emmerder plus, mais il ne pouvait pas. Dites la vérité, vous reconnaissez que vous avez travaillé pour les Espagnols. Alors, Martinez, qu'est-ce que vous me dites? Finalement, malgré toutes les arrestations, les perquises, les tabassages et les années de préventive, l'accusation n'a pas grand-chose. Ils ont bien essayé de fabriquer de fausses preuves, mais l'appartement où Suarez a été détenu n'a pas été découvert, et les auteurs du rapt sont restés totalement inconnus. L'affaire Suarez fut dissociée, et le procès en assises eut lieu en janvier 81. Tout le monde fut acquitté. Tous les attentats, d'avant, pendant et après, imputables au Gary, furent traités ensemble dans un procès en assises en mars 81. Tout le monde fut acquitté. Franchement, j'étais pas fier d'avoir chopé ce type. J'avais une espèce de sentiment de culpabilité. J'ai toujours ce sentiment de culpabilité. De prendre un type, bon, ça serait énervé, un tortionnaire, etc., mais prendre un gros bourgeois, banquier, qui n'a que des rapports économiques avec Franco, enfin bon, c'est pas bien. Mais enfin, bon, quand t'as été en tôle, quand t'étais chez flic, etc., d'enlever un type avec des flingues, c'est pas un truc dont j'étais fier. Et je ne suis toujours pas. Je trouve que c'est un moyen, à mon avis, qui me paraissait nécessaire, mais dans lesquels j'en tire vraiment aucune gloire ni aucune fierté, comme plein de choses dans ma vie. En France, les actions qu'on avait fait en France, chacun en tant que groupe autonome, on n'a pas toujours utilisé ces moyens. Là c'était vraiment contre un régime sanguinaire et pas qu'à cause du garrottage de Puy-Cantiche. Oui, c'est un régime qui est installé depuis 40 ans en Europe. Moi, j'étais plutôt trouillard. J'avais absolument pas le culte du martyr. Les grandes idoles qui meurent au plan d'exécution, c'est joli dans les chansons, mais enfin, si je peux éviter que ce soit moi, c'est pas mal. On fonctionnait un peu, on savait pas tout. Enfin, c'est un peu comme dans tous les mouvements de résistance, comme en Algérie. Il fallait pas qu'on sache tout, parce que sinon, si on craque trop facilement devant les flics, on déballe tout. Donc moi, je suis pour ça aussi, pour pas tout savoir. L'important, c'est de ne pas te couper du mouvement de résistance générale. Et pour ça, ça implique qu'il faille vivre aussi. Tu vois. Pas s'auto-enfermer, pas rester dans un dogme. Qui signifiait aussi. Moi, ça, c'était beaucoup plus facile. Quand on était à Amsterdam, effectivement, on vivait en commun. Et on ne passait pas 24 heures sur 24 à militer. Tu vois. On s'amusait beaucoup, on sortait, etc. Mais ça fait partie aussi, c'est un tout ça. C'est peut-être aussi ce qui nous a permis,
cette espèce de ciment de vie quotidienne ensemble, de partager de la musique, des moments de joie, des moments de défonce, des trucs comme ça, d'être aussi efficace. En France, le mouvement crève d'un truc, c'est qu'il faut pisser toujours plus à gauche que le voisin. Oui, et voilà, donc, se prendre toujours pour plus radical que l'autre. Piedra pequeña como tú, como tú, guerrero humilde como tú, como tú. Est-ce que ça valait la peine de participer en sachant qu'il y avait ces risques? Étant donné le contexte, j'ai dit oui, ça vaut la peine, ça peut être utile, bon, et oui. Ni piedra de una iglesia, ni piedra de una audiencia, como tú, como tú. Les Gary n'ont jamais pu faire le bilan de l'action. Il a fallu attendre 40 ans pour raconter cette histoire. Comme m'a dit Jean-Marc, le problème de l'illégalisme, ce n'est pas les erreurs commises. Solo para una onda, Le problème, c'est la mémoire. piedra aventurera. Ceux qui ne veulent pas être inefficaces deviennent inévitablement soit des héros, soit des desperados. Dans une action réussie, on est un héros. Mais si l'action est ratée, un desperado, un activiste inconséquent. Tout cela est extrêmement confortable. En général, ceux que l'on traite de desperados durant leur vie deviennent des héros quand tout danger de s'engager avec eux est écarté, quand ils sont morts. Gary, 1974. Et ma femme, le soir, a vu, vers 7 heures, des types, 3 types encore, je ne dis pas que ce sont les miens, hein, mais qui se baladaient dans le machin au B, là, dans l'immeuble en face, le petit immeuble. Et elle me dit, tiens, j'ai vu 3 types, pareil, douteux, mais elle prétend qu'il y avait un blond dedans, ce qui se peut, et moi, c'était apparemment, je dis bien apparemment, des types bruns.